Pourquoi quiconque avait le malheur de porter le M60 au combat était-il coincé dans une relation d'amour-haine avec lui? Certains vétérans ne juraient que par lui, créditant l'arme d'avoir sauvé leur vie à plusieurs reprises au combat, tandis que d'autres le détestaient tellement qu'ils essayaient tous les moyens possibles de s'en débarrasser et de prendre quelque chose d'autre. Eh bien, à travers cette vidéo, vous entendrez des choses que vous ne saviez pas sur la mitrailleuse vedette américaine et trouverez la réponse par vous-même. Donc, c'était maintenant la période après la Seconde Guerre mondiale, et l'armée américaine regardait les belles mitrailleuses polyvalentes que les Allemands avaient, les infâmes MG-34 et MG-42. Ils ont réalisé le chaos logistique auquel ils étaient confrontés avec tant d'armes différentes pour leur infanterie, allant des mitraillettes, des mitrailleuses légères, moyennes et lourdes aux carabines et fusils. Ils avaient trop d'armes et de calibres différents. Et pour aggraver les choses, ils étaient tous mélangés dans une seule escouade d'infanterie. Par exemple, vous auriez un officier avec un Thompson, quelques soldats avec des M1 Garand, certains avec des carabines M1, un bar et une équipe de mitrailleuses M1919. Maintenant, essayez de donner à chacun les munitions exactes dont il avait besoin sur tout le front. Les Allemands ont montré que leur MG-42 pouvait être utilisé dans plusieurs rôles différents en configuration légère ou lourde, montée sur des véhicules ou des chars, et elle avait ce magnifique système de changement rapide de canon. L'Amérique n'avait pas une telle arme, et ils en voulaient logiquement une maintenant. Alors ils se sont mis à la créer. Ils ont emprunté de l'inspiration au système d'alimentation du MG-42 et certaines aux fusils de parachutistes FG-42, comme l'ergonomie et le style de poignée pistolet, et ont ajouté quelques touches américaines par-dessus. Ils ont essentiellement combiné ces deux mitrailleuses, prenant les meilleurs traits des deux, mais dans une seule arme. Ce qu'ils ont finalement créé serait bientôt appelé de manière colorée le cochon, par les soldats assez malheureux, pour l'utiliser au combat. Alors maintenant, comme le concept de mitrailleuse polyvalente était mis en œuvre, les forces de l'OTAN ont convenu qu'elles n'avaient pas toutes à utiliser la même mitrailleuse. Mais ce serait bien si les munitions étaient les mêmes. Ainsi, les nations de l'Alliance pourraient se soutenir mutuellement en cas de nouvelle guerre mondiale. Le calibre choisi était le maintenant bien connu 7,62 fois 50 et un OTAN. En 1956, après un développement intensif, l'armée américaine avait une mitrailleuse avec un système de fonctionnement à gaz, tirant, à partir d'un verrou ouvert alimenté par une bande à maillon désintégrant et avec un système de changement rapide de canon efficace. Bien que cette partie soi-disant efficace, comme vous le verrez dans un instant, était un peu différente dans la pratique. Cependant, le M60 s'est avéré largement supérieur aux anciennes conceptions Browning. Il était 10 livres plus léger que le M1919, plus compact, mais conservait la même cadence de tir ou supérieure. Il a été standardisé l'année suivante, maintenant pour finalement remplacer le bar, le M1919 et l'ancien M1917, refroidi à eau, toujours en service. Il serait maintenant la principale source de puissance de feu de l'escouade, essentiellement pour faire ce que les Allemands ont fait avec leurs mitrailleuses 15 ans plus tôt. Il a maintenant été distribué aux soldats qui s'entraînaient sans relâche en prévision d'une guerre avec la Russie en Europe pendant ces années turbulentes de la guerre froide. Cependant, de manière un peu inattendue, le premier combat que le M60 verrait serait au Vietnam, et beaucoup de ses avantages et inconvénients étaient sur le point de faire surface. Un fait un peu étrange est que déjà lors des tests, les M60 ont connu un arrêt majeur tous les 2000 coups, ce qui est en quelque sorte passé inaperçu avant que l'arme n'aille à, vous savez, la guerre. Alors, pour vous donner une meilleure idée de ce que c'était que de l'utiliser au combat, examinons d'abord quelques spécifications. Il pesait environ 23 livres, ce qui est lourd pour une patrouille dans la jungle de plusieurs jours. Mais c'était en fait l'une des mitrailleuses les plus légères de sa catégorie à l'époque. Mais les soldats se plaindraient quand même, et je le ferais aussi si j'étais à leur place. Il tirait environ 600 coups par minute, ce qui est une puissance de feu suffisante pour être efficace et pour éviter de cracher toutes vos munitions et de surchauffer trop rapidement. De cette façon, vous auriez environ 10 coups sortant par seconde, et c'était plus que suffisant pour bientôt le rendre très craint par l'ennemi, mais aussi pour faire de son opérateur une cible prioritaire, et nous en viendrons à cela également. Vous pouviez le tirer depuis le bipied ou le trépied pour les positions fixes, et les soldats ont rapidement appris à tirer depuis la hanche comme Rambo dans les films, et aussi à tirer en se déplaçant, car il était suffisamment contrôlable,
particulièrement efficace dans les combats de jungle où il verrait son premier sang. Quand le M60 est arrivé au Vietnam, les unités du corps des Marines utilisaient encore un certain nombre de Browning M 1919. Et ils ont bien sûr remarqué que le M60 était une bien meilleure option pour la jungle que le lourd Browning avec son trépied. Les premiers rapports de combat ont loué la mitrailleuse pour sa puissance de feu et pour renverser le cours des engagements. Mais très vite, la vie des mitrailleurs M60 deviendrait l'une des positions les moins désirables dans une patrouille, sauf peut-être les rats de tunnel et des emplois similaires dérangeants. Vous vous demandez pourquoi ? Eh bien, parce que c'était la principale source de puissance de feu de l'escouade, et elle était assez bonne à ça, au moins quand elle fonctionnait. Quand l'escouade serait prise en embuscade, les mitrailleurs M60 étaient entraînés à ouvrir immédiatement un feu de suppression lourd dans la direction de l'attaque, et à se positionner à l'avant de l'escouade. La cartouche M67,62 Autant était beaucoup plus efficace dans la jungle à canopée épaisse, car elle passait beaucoup mieux à travers la végétation que le standard 5,56 que le M16 tirait, et elle aurait encore beaucoup d'énergie pour frapper la cible derrière. Donc les combattants Viet Cong et nord-vietnamiens ont rapidement appris à respecter la mitrailleuse, mais aussi qu'elle devait être réduite au silence dès que possible. Et logiquement, à cause de cela, le M60 avait l'un des taux de perte les plus élevés dans l'escouade, comme l'homme de pointe et les hommes radio, car l'ennemi savait que neutraliser la puissance de feu et la communication étaient les choses les plus importantes qu'il devait faire pour gagner le combat, tandis que l'homme de pointe était juste assez malchanceux pour être le premier homme devant l'escouade, donc il avait la plus grande chance de marcher sur des mines et des pièges. Quant aux hommes radio et aux officiers, on leur demandait toujours de ne pas s'approcher des mitrailleurs M60, car une rafale bien placée, une grenade ou un RPG pouvaient éliminer les personnes les plus importantes de l'escouade. Pour aggraver les choses pour les mitrailleurs, leur arme était facilement reconnaissable à un mile, et s'ils n'étaient pas touchés par les premières balles lorsqu'une embuscade était déclenchée, le son de tir distinctif et la poussière qu'il soulevait en tirant depuis le bipied révéleraient sa position dès qu'il ouvrait le feu et attireraient toute l'attention de l'ennemi. Il y a même une statistique affirmant que les mitrailleurs M60 avaient une espérance de vie de 7 secondes après avoir appuyé sur la gâchette. Bien que cela sonne honnêtement plus comme une exagération pour effrayer les soldats verts, mais il était sans aucun doute très efficace pour briser les attaques et garder les têtes ennemies baissées. C'est certain. Donc, avant d'entrer dans les problèmes qui ont tourmenté le M60 et étaient responsables de la partie N de la relation d'amour-haine qu'il avait avec ses opérateurs, regardons d'abord comment le M60 était réellement utilisé sur le terrain. S'inspirant de l'équipe de mitrailleuses allemandes de la Seconde Guerre mondiale, le M60 serait également servi par 3 hommes, du moins en théorie. Le mitrailleur, bien sûr, portait et tirait avec l'arme. Son assistant aidait au rechargement et aux échanges de canons. Et si, ou mieux dit, quand le mitrailleur était touché, il prenait en charge la mitrailleuse. Le 3e gars avait le travail le moins amusant, appelé de manière colorée la mule. Il était le porteur de munitions, donc il devait porter un poids supplémentaire plus que quiconque et rester proche des personnes qui attiraient tous les ennuis sur le champ de bataille. Il portait parfois le trépied également, mais ce n'était pas pratique dans les patrouilles de jungle. Quant aux munitions, c'était le problème parce que tout dans une patrouille devait être porté à la main, et le M60 mangeait 600 cartouches en 1 minute, et les combats pouvaient durer des heures. Donc, comme la plus grande peur de chaque homme était que leur M60 manque de munitions, chaque homme dans l'escouade portait une ou plusieurs bandes de 100 cartouches pour le M60, tandis que l'équipe de mitrailleuses elle-même se partageait environ 1200 cartouches. Maintenant, gardez à l'esprit qu'une bande de 100 cartouches pesait environ 7 livres, et l'équipe pouvait porter, selon la mission, plusieurs milliers de cartouches juste pour le M60. Alors faites le calcul et rappelez-vous que c'était en plus de leur armement standard, de l'équipement, de la nourriture et de l'eau, tout sur leur dos dans un terrain de jungle humide et chaud. Maintenant, certains des problèmes dont nous allons parler provenaient de munitions sales ou endommagées, car les garder propres dans la jungle était un travail en soi. Les unités moins expérimentées portèrent des bandes croisées sur leur corps, comme sur ces photos cool dont Rambo s'est inspiré. Mais en allant avec les munitions comme ça à travers la jungle pendant quelques jours, elles collecteraient toutes sortes de saletés et de brindilles, tandis que les maillons se plieraient. Donc une fois que la fusillade commençait, ils causeraient des enrayages dans l'arme au pire moment possible.
Alors les soldats sont devenus créatifs et ont imaginé des façons intéressantes de porter les munitions. Ils emballaient soigneusement les bandes dans des sacs Claymore ou improvisaient un support pour les premières bandes de 100 cartouches comme munitions prêtes attachées à l'arme et câblaient les boîtes de rations C sous le plateau d'alimentation pour mieux guider la bande dans l'arme. Ils ont même expérimenté et pris de vieux sacs à dos radio, connecté la goulotte d'alimentation flexible des hélicoptères abattus au M60, chargé le sac à dos radio avec plusieurs bandes de plusieurs centaines de cartouches connectées ensemble et les ont alimentées dans l'arme. Cela pesait pas mal, mais de cette façon le mitrailleur pouvait tirer sans avoir besoin de recharger tant qu'il avait les munitions, ou que quelque chose se cassait sur l'arme, ce qui arriverait de plus en plus avec le temps. Des unités spéciales, comme les patrouilles de reconnaissance à longue portée, poussaient les modifications encore plus loin. Ils sciaient la crosse et le canon du M60 et l'utilisaient avec ce sac à dos de munitions. Ils faisaient cela pour économiser du poids, mais aussi en raison de la nature de leurs opérations, ils étaient toujours profondément en territoire ennemi. Et quand une petite équipe de reconnaissance rencontrait une force ennemie plus importante, ils utilisaient ce M60 scié pour créer le chaos et la confusion. L'équipe se couchait et fournissait un tir de suppression, tandis que le mitrailleur M60 Frankenstein se levait, tournait en rond en tirant dans toutes les directions. Le canon raccourci créait un grand éclair de bouche et un bruit beaucoup plus fort lors du tir. Et en faisant cela, ils apparaîtraient comme une force beaucoup plus importante et utiliseraient la confusion pour rompre le contact. Au début de la guerre, le M60 était assez aimé par les soldats. Mais les problèmes ont rapidement commencé à apparaître. Le climat de jungle et les conditions sales ne favorisaient aucune arme, et il s'est avéré que le M60 construit en plastique et en métal estampé n'était pas non plus à l'aise. Pour aggraver les choses, les dysfonctionnements survenaient quand l'arme était le plus nécessaire, comme dans une embuscade où elle était censée être le principal protecteur de l'escouade. Alors, voici quelque chose qui n'était pas si rare d'arriver au M60 dans une fusillade, et aussi certaines qui pourraient arriver avant une fusillade sans que vous vous en rendiez compte jusqu'à ce que vous tiriez sur la gâchette. Le dysfonctionnement le plus célèbre pour le M60 est ce qu'on appelle l'emballement, généralement à cause de gâchettes usées. Après avoir relâché la gâchette pour arrêter de tirer, le M60 continuerait à tirer de manière incontrôlable jusqu'à ce que la bande soit épuisée ou que l'assistant l'attrape et la torde pour briser le maillon et arrêter l'alimentation. Cela peut ne pas sembler un énorme problème, mais au combat, cela pourrait être catastrophique. Premièrement, vous gaspillez des munitions précieuses au milieu de la jungle. Deuxièmement, vous pourriez toucher des troupes amies si vous ne vous prépariez pas à une longue rafale et que votre arme tire maintenant hors de contrôle, sautant partout. Elle pourrait également surchauffer et causer des défaillances catastrophiques qui mettraient l'arme hors d'action ou la feraient exploser complètement. Ensuite, il y avait la tendance à arracher les bords des cartouches tirées, laissant une douille usée coincée dans la chambre et enrayant l'arme. Vous deviez alors la retirer avec un couteau ou une baguette de nettoyage du côté opposé si vous vouliez continuer à tirer. Dans les versions antérieures, il était assez facile de déverrouiller le canon en traversant une végétation épaisse. Quelque chose se prendrait sur le levier de libération et désassemblerait l'arme, donc votre canon pourrait tomber au milieu de la jungle. Pire encore, il pourrait juste être déconnecté mais rester sur l'arme et vous ne le remarqueriez pas jusqu'à ce que vous vouliez tirer. Eh bien, je suppose que vous auriez plus de problèmes que juste l'ennemi vous tendant une embuscade. Les mitrailleurs M60 ont rapidement appris à nettoyer religieusement leur arme et à faire tout ce qu'ils pouvaient pour éviter les dysfonctionnements. Ils improvisaient des poignées à partir de cintres pour les canons chauds, renforçaient la poignée pistolet avec du ruban adhésif et du fil parce qu'elle était facile à casser et s'assuraient que le système à gaz était toujours propre, huilé et correctement ajusté. Ensuite, nous avons le système de changement rapide de canon, génial en théorie, mais impossible en pratique soi-disant. Les mitrailleurs recevaient l'instruction de changer le canon toutes les 10 minutes de tir, soutenu où ils tiraient environ 100 coups par minute, ou environ 400 à 600 coups s'ils tiraient plus intensément. Cependant, en pratique, les mitrailleurs échangeaient les canons généralement quand ils sentaient les cartouches cuire dans la chambre à cause de la chaleur immense, car le son du tir changeait et signalait que c'était la dernière chance d'échanger le canon. Mais regardez comment les concepteurs ont ingénieusement envisagé ce système. Dans le feu de la bataille, très probablement pendant que quelqu'un vous tire maintenant dessus, parce que vous avez arrêté de tirer et qu'ils peuvent relever la tête.
vous devriez déverrouiller le levier de verrouillage du canon, dévisser un canon chauffé au rouge, que vous n'aviez nulle part où saisir sauf directement avec l'aide d'un chiffon en amiante ou d'un gant. Ensuite, insérer et attacher le nouveau et continuer à tirer. Les brûlures graves n'étaient pas du tout rares, parmi les mitrailleurs et leurs assistants. Et maintenant, vous voyez pourquoi. Dans les modèles améliorés, quelqu'un a finalement eu l'idée qu'il serait en fait bien, si le canon n'avait une poignée à saisir une fois qu'il était chauffé au rouge. Les problèmes avec les M60 ont augmenté alors que la guerre s'éternisait, et les anciennes versions étaient toujours utilisées, usées et dysfonctionnant plus souvent. Cependant, des modèles améliorés sont lentement arrivés pour les résoudre un par un. Les troupes au sol n'étaient pas les seules à utiliser les M60. Bien au contraire, il a vu une utilisation massive sur tous les véhicules possibles, des chars et camions aux hélicoptères et bateaux. Les équipages d'hélicoptères ont été parmi les premiers à modifier les M60 pour la protection. En fait, c'est ainsi que les mitrailleurs de porte sont nés. Au début, ils attachaient aux des M60 d'infanterie standard de toutes les manières possibles, jusqu'à ce que la version standardisée M60D arrive avec une cadence de tir plus élevée, une gâchette de type pelle, des viseurs en toile d'araignée et des montures spéciales pour les hélicoptères. Les bateaux de patrouille fluviale utilisaient également les M60 de manière extensive sur leurs vedettes rapides, lourdement armées. Il y avait bien sûr des chars et des véhicules de transport de troupes blindés, comme le M113, qui ont été convertis en véhicules de combat blindés. Vous pouviez voir des M60 sur des jeeps et aussi des camions. Lorsque le corps des transports de l'armée a pris en main la protection des convois et créé ces tristement célèbres camions armés, ils ont construit des caissons blindés et monté plusieurs mitrailleuses M60, parfois en configuration double, travaillant aux côtés d'autres armements. Cependant, déjà vers la fin de la guerre, la M60 montrait son âge. Et bien que des améliorations soient arrivées, il était évident que la plateforme nécessiterait une solution plus moderne. La FN MAG de conception belge, désignée M240 dans le service américain, remplacerait progressivement la M60 dans le service de première ligne. Elle était un peu plus lourde que la M60, mais avec un boîtier entièrement en acier usiné qui pouvait supporter des dizaines de milliers de cartouches sans se briser, ce avec quoi la M60 avait du mal. Néanmoins, la M60 s'est attardée en service ici et là, dans certaines opérations spéciales, et elle est même encore en service au Danemark en tant que M60 E6 raffiné,